Bonjour à tous. Je vais démarrer ce webinaire. Est-ce que vous m'entendez correctement, Léna? Parfait, très bien. Je remercie à toutes les personnes qui sont déjà présentes et à celles qui vont encore se connecter d'être parmi nous. Donc, nous allons démarrer ce webinaire au sujet de WELL à toutes les échelles, celle de la ville, du quartier, du bâtiment, des aménagements, mais aussi l'échelle de l'entreprise. Et notre propos ce matin est de partager avec vous les nouveautés, les perspectives et des retours d'expérience sur ce sujet des stratégies de santé et de bien-être par l'immobilier, en allant chercher des échelles qui sont celles dans lesquelles s'implique l'immobilier, à savoir celle du quartier et de la ville, et dans des stratégies plus générales d'ESG, qui sera un sujet qui sera abordé par IWBI, qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce matin, et également ICO, qui également est avec nous pour témoigner d'expérience sur la mise en œuvre des stratégies avec Well. Donc, je suis Gwenaëlle Chabroulet, DGA d'Arpas Trans. Donc, je vais introduire ce webinaire et surtout céder la parole très, très vite à nos intervenantes. Donc, Léna Lockwood qui animera ce webinaire et qui sera accompagnée d'Anne-Marie Aguilar et de Livia Sensik de IWBI et de Sandra Hubert de ICO. Chacune aura le plaisir de se présenter elle-même. Je le ferai beaucoup moins bien qu'elle quand elles prendront la parole. Nous avons, pour l'occasion de ce webinaire qui est en partie en anglais, mis en place pour vous le module de traduction sur Zoom. Donc, je vais prendre une minute pour vous expliquer le fonctionnement. Donc, vous verrez en bas à droite de votre écran un petit globe, donc, qui est l'icône pour l'interprétation qui se trouve donc sur votre écran. Donc, au moment où IWI prendra la parole, pour ceux qui le nécessiteraient, vous pourrez activer l'icône du petit drapeau français qui vous permettra d'entendre ce que IWI évoquera en anglais dans la langue, donc le français. Si jamais vous avez des problématiques particulières, vous envoyez un commentaire et on essaiera de vous aider le plus rapidement possible. J'en profite également pour vous dire que vous pouvez, au fil de la présentation, nous poser vos questions dans le module questions et réponses également en bas de votre interface Zoom, ce qui est le module le plus intéressant à utiliser plutôt que commentaire où vous pourriez être noyé dans un fil de commentaires. Je prends juste quelques minutes, mais le programme est très dense, donc je vais être très rapide. Donc, Arpas Trans, nous sommes une société de conseil en immobilier qui se donne pour vocation d'accompagner les transformations d'immobilier. Donc, Arpas France est né dans la fabrique de l'usage et on sait très bien que l'usage est très lié au contexte dans lequel se fabriquent les bâtiments. Et donc, les transformations qui sont aujourd'hui nombreuses, qu'elles soient sociétales, qu'elles soient environnementales, qu'elles soient liées à des crises qui malheureusement frappent régulièrement maintenant à notre porte, ce sont des sujets que nous intégrons de manière à s'assurer que le bâtiment et l'immobilier puissent répondre à des enjeux qui sont des enjeux qui vont au-delà de lui. Mais comme l'immobilier héberge les activités humaines et les activités économiques, il est essentiel de bien comprendre ces transformations de manière à faire un immobilier adapté à nos enjeux et un immobilier à un impact positif. Donc, Arpas France, nous souhaitons créer ensemble et avec vous des villes et un immobilier à impact positif qui se traduit d'ailleurs par le fait que nous soyons certifiés Bicorp, ce que vous voyez sur la droite. Donc, nous sommes la première entreprise spécialisée dans l'immobilier à être certifiée Bicorp et surtout aujourd'hui, nous sommes très heureux d'avoir été rejoints par d'autres sociétés du monde de l'immobilier qui montrent les tendances et le cap collectif qu'on se donne sur ce sujet de l'impact positif. En quelques mots, donc, nous avons 4 pôles métiers qui sont le métier du conseil et de l'innovation, du design et de l'aménagement intérieur. Nous avons 2 activités liées à la problématique environnementale au travers de l'immobilier responsable et de la biodiversité et la biophilie, qui nous permet d'aborder les trajectoires de décarbonation, les trajectoires d'économie circulaire et de santé et bien-être, qui va être le cœur de la présentation de ce matin. Donc, nos 4 axes stratégiques qui finalement conduisent l'ensemble de nos équipes à produire une valeur ajoutée sur ces 4 sujets qui sont celui de la transition environnementale et de l'adaptation au changement climatique, le sujet de la santé et le bien-être, des transformations digitales et des nouveaux usages et de la biodiversité et le vivant. Ces 4 axes stratégiques se matérialisent par un certain nombre d'actions. Ces actions, elles sont de l'ordre de sujets de recherche, comme par exemple sur la biodiversité que nous menons sur différents sujets depuis plusieurs années. Il se matérialise aussi par la recherche
de feuilles de route, d'outils qui permettent aux acteurs de l'immobilier de se saisir de ces sujets. Donc, sur la santé et le bien-être, qui est l'objet du webinaire de ce matin, ça a été pour nous un grand plaisir de rencontrer très tôt le référentiel WELL en 2014, alors que ce sujet n'était pas encore abordé de manière très forte, bien que nous-mêmes nous soyons depuis plus de 10 ans sur cet aspect. Donc, nous avons découvert WELL en 2014, qui nous a permis d'aider le marché à intégrer ce sujet qui n'était pas encore beaucoup dans les mains des architectes. Et donc, je salue IWBI, j'en profite pour avoir permis à différentes disciplines qui ne se croisaient que très peu, celle de la médecine et celle de l'architecture, d'avoir permis de créer cette feuille de route très détaillée et très inspirante qui est le référentiel WELL dont il sera question tout à l'heure grâce à nos intervenantes. Donc, nos périmètres d'intervention, ils sont nombreux, on en parlera un petit peu aujourd'hui, en particulier sur la problématique du logement et la problématique du bureau. Nous intervenons sur d'autres aspects que sont les équipements industriels et logistiques, les équipements culturels et d'enseignement, de formation et de recherche. Tout ça pour dire que ces sujets, ils sont de plus en plus mixtes et donc il est important pour nous de pouvoir apporter ces problématiques, pas uniquement dans une vision monofonctionnelle des bâtiments, mais bien multifonctionnelle des bâtiments et adaptable à un avenir qui est parfois incertain. Et donc, le fait que les bâtiments ne doivent pas rester dans une seule dynamique d'usage, mais bien plusieurs dynamiques d'usage, parfois non programmées au départ, mais qui devront se transformer à l'avenir. On a une équipe qui est pluridisciplinaire, qui est dotée des accréditations qui vous permettent de valoriser vos projets. Donc, par exemple, nous sommes WELL IP depuis 2015. Vous avez eu la chance d'être formé à la clinique de Cleveland par un certain nombre de médecins qui ont aidé à la construction de ce référentiel. Nous sommes également WELL PV Testers, ça veut dire que nous avons l'ensemble de l'équipement qui permet de préparer les audits qui sont réalisés par IWI, par un outillage sur la qualité de l'air, sur la qualité acoustique et autres. Nous avons aussi d'autres référentiels dans nos mains qui abordaient déjà ces sujets de santé et bien-être, qui sont le BRIM, qui sont LEED, qui sont HQE. Je vous laisserai lire cette liste. Mais l'essentiel pour nous est de pouvoir apporter sur nos projets à la fois des solutions qui sont de l'ordre de l'ingénierie technique, qui apportent une réponse, une partie de la réponse aux problématiques que nous avons à traiter aujourd'hui, mais également d'autres profils qui apportent d'autres leviers, comme le levier d'usage, le levier de la conduite du changement, qui sont aussi des éléments déterminants pour le succès d'un immobilier qui soit un immobilier résilient et un immobilier qui nous permette de répondre à toutes les transformations que nous connaissons aujourd'hui. Nous avons un certain nombre de clients. Vous voyez là quelques logos. Avec certains de ces clients, nous avons eu la chance de démarrer très vite sur le sujet du WELL. Donc, je pense par exemple à Ivanhoe Cambridge, avec qui nous avons travaillé sur les tours du haut, à ICO, évidemment, qui témoigne aujourd'hui d'un certain nombre de projets à plusieurs échelles, et donc qui est vraiment un élément particulièrement intéressant de pouvoir traiter ce sujet à des échelles qui vont des échelles du quartier jusqu'à l'échelle de l'aménagement intérieur. Et donc, je pense qu'il en sera question tout à l'heure. On a également un certain nombre de clients avec lesquels on a eu la chance de traiter de sujets de politique, de stratégie, voire de création de labels sur le sujet de la santé et du bien-être qui permettent de déployer ces stratégies et d'homogénéiser d'une certaine manière le niveau de service et le niveau de santé nécessaire sur un ensemble d'actifs au travers de démarches de portefeuille, par exemple. Enfin, je crois que c'est l'avant-dernière slide. Nous avons donc l'habitude, comme je vous disais tout à l'heure, c'est que la matérialisation de nos axes stratégiques, elle se fait à la fois par des sujets de recherche, par le fait que nous aimons sensibiliser nos parties prenantes à ces sujets, donc au travers également de l'édiction, de la participation à certaines parutions. Donc, vous en voyez là quelques-unes. Donc, par exemple, avec ULI en 2019, qui avait rédigé une parution sur le sujet de la santé. Nous avons également traduit les ouvrages de Thérapine sur l'économie de la biophilie, que vous trouverez en français, qui peut être une manière plus simple d'aborder ce sujet passionnant qui est la biophilie. Donc, je vous invite, si vous le souhaitez, à revenir vers nous, si vous souhaitez qu'on puisse partager avec vous ces différentes parutions. Et enfin, sur le sujet de la santé et du bien-être, et je céderai la parole juste après,
Nous avons un accélérateur de start-up que nous opérons avec Impulse Partner depuis 2015 maintenant, qui nous permet de pouvoir apporter dans le cadre de nos projets des solutions opérationnelles, souvent autour de solutions proposées par des start-up, mais pas que. Il y a certaines start-up qui sont maintenant très bien développées et qui pourraient ne plus avoir le nom de start-up autour de sujets comme la qualité de l'eau, la qualité de l'air, mais également les solutions en faveur du lien social. Et donc, voilà, c'est un accélérateur, pardon, qui, si vous souhaitez en savoir plus, nous serions également à votre disposition pour pouvoir vous en dire plus sur les valeurs ajoutées que peuvent apporter un accélérateur de ce type dans vos projets, que ce soit au niveau de votre entreprise ou que ce soit au niveau de vos projets de bâtiments et d'espaces intérieurs. Je vais céder la parole à Léna, qui va se présenter elle-même, et je vous souhaite à tous une très bonne conférence. Merci. Merci beaucoup, Gwenaëlle. Bonjour à toutes et à tous. Vous m'entendez bien? Super. Donc, effectivement, Léna Lockwood, je suis chef de projet Workplace chez Arpas Trans. Je suis architecte d'intérieur et je suis également WELL AP, WELL Faculty et Living Future Accredited. Trois accréditations qui me servent dans mon quotidien de conception, notamment des espaces de travail, mais aussi au-delà. Je vous propose de commencer ce webinaire avec un état des lieux des enjeux. Et tout d'abord, de parler de pourquoi la santé. Pourquoi le bien-être? Donc, l'Organisation mondiale de la santé définit la santé comme un état de complet bien-être physique, mental et social, qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. C'est-à-dire que le bien-être, en fait, nous permet de participer pleinement à la vie. Et ce sont en fait les maladies chroniques et non transmissibles qui représentent 88% de tous les décès en France. Donc, on voit une très grande importance de maladies chroniques. On va en parler en détail un petit peu. Donc, 20 millions de personnes, c'est-à-dire 35% de la population française, souffrent de pathologies chroniques. Et en termes de nombre de personnes souffrantes, ce sont les pathologies et les traitements des maladies cardiovasculaires et de la santé mentale qui sont les plus courantes. Donc, on souffre du cœur littéralement et figurativement aussi. En termes de coûts de maladies chroniques, elles coûtent très cher aux personnes qui en souffrent, évidemment, qui ont des pertes en qualité de vie. Pour la CPAM aussi, 60% des dépenses de santé sont liées à la prise en charge des maladies chroniques, ce qui représente à peu près 84 milliards d'euros. Et pour les entreprises, en excluant les arrêts maladie liés à la Covid, les principaux motifs d'arrêt maladie sont les accidents et les traumatismes, mais très vite après, ce sont les troubles psychologiques qui représentent 19% des arrêts, et après les troubles musculo-squelettiques, 12%, donc ce sont deux afflictions chroniques. Notre environnement et nos habitudes impactent fortement la probabilité d'apparition et date d'occurrence d'une maladie chronique. Donc, la possibilité de partager des moments avec des collègues, des amis, la famille, les choix de vie, par exemple du tabac ou de l'alcool, l'alimentation, l'exercice physique, la qualité de l'air, l'exposition aux toxiques de nos environnements, tout ça a une influence sur notre santé, évidemment. La bonne nouvelle, c'est qu'une grande partie finalement des maladies chroniques est due à des facteurs de risque modifiables. Le top 11 des causes de journée de vie et journée en bonne santé, ce qui est appelé daily par l'OMS, sont perdus en France, attribuables à des risques modifiables. Donc, en première place, le tabagisme, très vite après l'alcool, et hypertension artérielle, obésité, diabète. Et en 11e place, la mauvaise qualité de l'air, notamment la présence de particules.
Euh, la- la- c'est vraiment les concepteurs en fait de nos villes, de nos quartiers et de nos bâtiments intérieurs qui ont la possibilité d'agir sur ces déterminants de santé. Parce que notre environnement peut nous aider, par exemple, à nous déplacer de façon active, d'éviter les expositions aux toxiques, de respirer de l'air pur, d'avoir des moments partagés, de renforcer les habitudes saines et au-delà. Donc, quelque part, c'est un challenge et quelque part, c'est un constat, en fait, que c'est par la conception qu'on peut soutenir la santé. Il y a des outils et des stratégies qui se sont développés depuis plusieurs années, mais le lien entre l'environnement et la santé et le bien-être est un très ancien sujet. D'ailleurs, c'est Hippocrate qui avait écrit une œuvre sur l'impact de la santé, de la ville sur la santé. Et les grands changements en matière d'urbanisme ont été faits pour répondre aux enjeux de santé et bien-être. On peut penser par exemple au gouvernement romain qui a interdit de brûler ou d'inhumer les cadavres dans l'enceinte de Rome qui considérait cette action comme polluante. Et par la même stratégie de recherche d'une meilleure santé pour les Parisiens, la suppression des rues étroites, la création de boulevards, de parcs, des égouts et le déplacement des abattoirs en dehors de la ville, exécutés sur la direction de Haussmann au XIXe siècle, visaient aussi une amélioration de la santé des populations. En même temps que Haussmann déployait son programme pour Paris, Pettenkofer découvrait que la concentration de CO2 pouvait atteindre plus de 1000 ppm et qu'un bon air intérieur dans les pièces où les gens restent longtemps ne devait pas dépasser 700 ppm pour assurer le confort des personnes. Si ce n'est pas un seuil qui vous parle, on est toujours sur 700 ppm comme un seuil de confort. Et en même temps, juste un tout petit peu plus tard, HV, donc le futur HRE, recommande un taux de renouvellement d'air minimal de 15 litres par seconde par personne pour répondre aux enjeux de confort et aussi pour limiter la propagation des maladies, notamment la tuberculose. 100 ans plus tard, l'OMS décrit le Sick Building Syndrome, c'est-à-dire le bâtiment malade, qui est observé dans 30% des bâtiments neufs en Europe et en Amérique du Nord, et qui se manifeste chez les personnes en tant que des maux de tête, irritation des yeux, nez et gorge, la fatigue, étourdissement et nausées. Et il est découvert que les principaux facteurs du Sick Building Syndrome sont les COV et le CO2. Et la réponse proposée est une amélioration du taux de renouvellement d'air. En même temps qu'on découvre le Sick Building Syndrome, E.O. Wilson publie son livre Biophilia. Donc en 1984, c'est un professeur de biologie à Harvard et il décrit dans ce livre la tendance fondamentale des êtres humains à être attirés par la nature et à imiter ses processus et ses structures dans la vie quotidienne. Cette notion donne lieu au biophilic design, une notion de conception justement pour ce lien qui figure par exemple déjà dans la première version du Living Building Challenge, pour ceux qui connaissent ce référentiel de certification pour les bâtiments en 1992. Et depuis la publication de Biophilie, les chercheurs décrivent et quantifient l'effet de la biophilie sur la santé et le bien-être, qui nous permet par exemple de dire que les collaborateurs dans un espace de travail biophilique avaient une pression artérielle plus basse, des fréquences cardiaques plus faibles et de meilleures performances aux tests de mémoire à court terme. Un petit peu plus tard, dans la ville de New York, il y a une épidémie d'obésité et de maladies cardiaques. Et en 2006, le département de santé et d'hygiène mentale, en partenariat avec l'Institut américain des architectes, organise une série de conférences autour de la thématique Fit City, c'est-à-dire la ville en forme. Et en 2012, le maire de New York crée le Center for Active Design pour aider à répondre notamment à ces enjeux.
Aujourd'hui, il n'y a pas de doute que l'environnement bâti joue un rôle vital pour encourager les personnes à être physiquement actives dans leur vie quotidienne. Et en 2014, la première version du Well-Being Standard est lancée après 7 ans de recherche. Well était la première approche holiste alliant les leviers techniques de design de protocoles d'exploitation au bénéfice des occupants. Donc le Well, aujourd'hui en version 2, depuis le 2019, propose des stratégies telles que, par exemple, un renouvellement d'air adéquat, un accès à la lumière du jour, un niveau d'éclairement optimal et respectueux du rythme circadien, l'ergonomie, l'accès à l'eau potable de qualité, accès à une alimentation saine, le active design, la biophilie, le confort thermique et acoustique, les matériaux à faible émission de COV, les produits et protocoles d'entretien sains et le soutien de la santé et du bien-être psychique par les politiques d'établissement. Donc, quelque part, on touche à toutes les thématiques qu'on vient de voir dans l'état des lieux. Et IWBI vous en parlera un peu plus tout à l'heure. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs labels qui abordent la santé et le bien-être. Well n'est plus tout seul sur le marché. Il y a par exemple le label Fitwell qui est focalisé vraiment sur le active design et la nourriture. Il est issu directement des active design guidelines. Ensuite, il y a par exemple Reset qui se focalise sur la suivi de la qualité de l'air, et Osmose, notre référentiel français, qui ajoute à tout ça aussi les notions de qualité de vie au travail, d'animation des lieux et des politiques RH. Dans le monde, ces référentiels, ils connaissent un très grand succès. Donc aujourd'hui, on peut compter plus de 35 000 projets certifiés dans le monde. Et le Well représente la plus grande partie de ces 35 000. En France, on peut dire qu'on est early adopter du Well. Il y avait déjà une première certification Well en 2016. Et comme Gwenaëlle a dit dans l'introduction, donc Arpas Trans a apporté, si on peut le dire, le Well en France en 2014. On était Well AP en 2015. Aujourd'hui, il y a 37 projets certifiés et 159 projets enregistrés. Une petite note, une petite qualification de ces 37 projets certifiés qui ne reflètent pas en fait le nombre de projets certifiés depuis 2014 parce que la certification n'est valide que 3 ans. Donc les premières, les deuxièmes promos ne sont plus comptés dans ces 37 s'ils n'ont pas poursuivi une recertification après 3 ans. Si on regarde le histogramme ici à droite, on remarque que le marché français reste porté par les professionnels de l'immobilier. Donc, c'est la barre bleue qui témoigne ça. C'est la typologie de certification Core, qui est la certification de la coque et du noyau du bâtiment qui est porté du coup par les promoteurs, par exemple. Elle a beaucoup de succès en France. Surtout quand on comparait à la barre jaune, donc qui est une certification pour le bâtiment entier avec les aménagements intérieurs ou juste une certification des aménagements intérieurs. Donc sur le marché européen, il y a quand même un décalage, mais il est beaucoup plus petit que le décalage en France, où on remarque qu'aujourd'hui, il n'y a que 7 bâtiments qui sont certifiés avec leurs aménagements intérieurs ou juste les aménagements intérieurs. Donc, c'est un marché qui est confirmé pour les occupants. Et on remarque aussi que le Health and Safety Rating, dont Lydia vous parlera tout à l'heure, qui est un rating une certification qui vise vraiment les politiques d'exploitation et la promotion de la santé, notamment la réduction du risque de transmission des maladies. Il démarre en France, mais il connaît un très, très grand succès en Europe. Donc, parlant du retour sur investissement, donc je pense que le succès du référentiel Well, par exemple, témoigne d'une perception d'un retour sur investissement important.
Et ce qu'on remarque, c'est qu'il y a des ROI disponibles à toutes les échelles. Donc, les bénéfices d'une conception pour la santé et le bien-être sont quantifiables et qualifiables à toutes les étapes de la vie et à toutes les échelles. Donc, que ce soit des logements, des écoles, des bureaux, des bâtiments publics, des commerces, des quartiers, des villes. Et aujourd'hui, on parlera de quelques exemples de ces typologies. Un premier exemple à l'échelle d'une ville. Donc, si on prend l'exemple de Grenoble, Grenoble était une des premières villes santé de l'OMS en France. C'est un réseau qui vise donc d'améliorer la mobilité et l'offre sportive, l'environnement extérieur, donc la qualité de l'environnement de la ville et la politique de santé. Donc, dans le cadre de cette démarche Ville Santé, Grenoble a mis en place une signalétique piétonne qui informe des temps de parcours à pied entre différentes destinations de la ville. Donc, au début, il y avait 270 panneaux couvrant 31 km avec des itinéraires longs et courts. Et il y a un outil qui s'appelle HIT, aussi de l'OMS, qui a modélisé, qui a montré l'investissement de ces panneaux. Et c'est un investissement qui a été amorti par la société en moins d'1 an si juste une seule personne de plus commençait à marcher régulièrement. En 2014, donc après la mise en place de ces panneaux, les Grenoblois marchaient 26 minutes en moyenne par jour. Ce qui, par rapport à un scénario, on va dire, classique, représente une réduction de taux de mortalité de 22% attribuable à ce taux de marche. Et pour la société, représente presque 1 milliard d'euros de gains. Le logement, donc passons de la ville au logement pour voir un autre exemple. Donc, l'Organisation mondiale de la santé souligne que l'accès à un logement de qualité est l'une des conditions de base pour mener une vie saine. C'est un déterminant majeur de santé et agir sur le logement est un levier important pour améliorer l'état de la santé des habitants au sein de la définition globale de la santé de l'OMS, qui est donc de chercher le bien-être. Par exemple, dans le logement, juste l'exemple de la précarité énergétique, on peut penser que ça n'a que des impacts de santé type rhume, mais en fait, ça a aussi des impacts psychiques pour les personnes qui vivent le stress de se demander comment ils vont payer leurs factures. Un autre exemple de logement qui vient de la ville de New York. Excusez-moi, je viens de New York, j'ai plein d'exemples new-yorkais. C'est un développement qui s'appelle Arbor House, qui a mis en place une stratégie de active design et qui propose des beaux escaliers de secours, une toit-terrasse avec une agriculture urbaine, un sentier intérieur et un terrain de jeu et un espace de fitness dans la cour de ce bâtiment. Et la santé des résidents de cet immeuble a été comparée pendant 1 année avec les résidents d'un autre HLM, mais sans ces mêmes caractéristiques d'active design. À noter que les résidents de ce quartier souffrent de manière disproportionnée de l'obésité, de diabète, de maladies cardiaques et d'asthme, ainsi qu'à une difficulté d'accéder aux fruits et légumes par manque de magasins ou de marchés, ce qui en anglais s'appelle food desert ou désert d'alimentation. Les chercheurs ont constaté donc une augmentation de 58% en moyenne du nombre d'étages montés par semaine et une baisse de l'IMC moyen des participants sur 1 année déjà. Pour prendre un autre exemple de typologie de bénéfices, donc dans l'enseignement, les écoles avec une ventilation optimale, donc par exemple 30 mètres cubeurs, voient une réduction de rhume, gastro-entérite, Covid et asthme et une meilleure concentration des élèves. Il y a une étude, par exemple, qui a montré une amélioration de 3 fois des résultats moyens aux examens de mathématiques sur une période de 7 mois dans une salle de classe biophilique par rapport à une classe témoin. Donc là, sur les histogrammes, vous avez à gauche le mois de septembre où les résultats sont à peu près pareils. Et sur le mois de mars, il y a une amélioration de 7,2%.
Et vous avez ici à droite une image d'une école qui a mis en place le Living Building Challenge et qui intègre, au-delà de ce magnifique mur végétalisé, des motifs du design biophilique. Le bien-être est aussi la clé de performance des entreprises. Les études montrent que quand les organisations soutiennent le bien-être de leurs salariés, ils connaissent moins de turnover et burn-out et une meilleure productivité et engagement. Et les entreprises qui ont des offres de santé et bien-être sont plus performantes financièrement que les autres sur l'indice S&P 500. C'est important d'investir dans ses salariés pour le plus grand ROI, tout simplement parce que les personnes sont les ressources les plus précieuses de l'organisation. Et les salaires représentent plus de 90% des coûts de l'entreprise, en fait. Et il n'est pas possible de gérer une entreprise prospère sur le long terme si les salariés ne sont pas en bonne santé et s'ils ne se sentent pas bien et en sécurité et soutenus. Un des premiers programmes de wellness a été peut-être celui de Johnson & Johnson, qui a été lancé en 1978, et qui a vu un ROI entre 2 et 3 dollars pour chaque dollar dépensé sur le programme, dû notamment aux arrêts maladie et à une réduction des arrêts maladie et à une réduction de présentéisme. Donc, le présentéisme, c'est le fait de venir au travail, mais de ne pas se sentir bien et de ne pas pouvoir en fait travailler, de ne pas pouvoir produire. Ces premiers programmes de wellness, notamment celui de Johnson & Johnson, se focalisaient aussi sur l'entraînement, le dépistage et la sensibilisation. Donc, il n'était même pas à l'échelle de ce qu'on fait aujourd'hui avec la conception des espaces, avec par exemple la biophilie. Un ROI sur une stratégie un peu plus holiste, donc nos propres locaux, donc le siège social de Harpas Trans dans le 8e arrondissement de Paris. Donc nous avons fait des aménagements en New Ways of Working, en nouvelles façons de travailler, nouveaux modes de travail, nouveaux usages, en poste non attitré. On a créé des espaces de convivialité, on a intégré la biophilie. Il y a un outil de réservation des espaces, une offre de sport, des paniers de légumes bio, du café à volonté bio. Et on a porté une attention particulière à l'ergonomie, à la qualité de l'éclairement, à la qualité de l'air intérieur, à l'acoustique et à l'accès à la lumière du jour. On a été un site pilote du référentiel Osmose sur le levier aménagement. Et selon une enquête qu'on a menée quelques mois après l'emménagement, 90% des répondants étaient satisfaits des espaces de travail et 100% de l'environnement de travail global. Et 68% des répondants étaient satisfaits du bien-être au travail. Et on a refait une enquête au mois de mars et une grande partie des collaborateurs restent très satisfaits de nos espaces de travail, même après presque 6 ans. Un REC sur 2 autres projets WELL européens. Donc, par exemple, CBRE à Madrid a déclaré que 80% des employés disaient que leur nouveau bureau leur permettait d'être plus productifs. Et à Londres, Condal a enregistré une baisse de turnover du personnel de 27% par rapport à l'année précédente, ce qui a permis une économie de 122 000 pounds et une baisse de 50% de l'absentéisme par rapport à celui de l'année précédente. Ce qu'on remarque aussi, c'est que le confort santé et bien-être sont des attentes fortes des collaborateurs. Une majorité des participants à l'enquête Actineo de 2021, par exemple, pensaient et souhaitaient que suite à la pandémie, les espaces de travail soient orientés sur le bien-être et l'éco-responsabilité. Et la dernière étude de Microsoft, Microsoft Work Trend Index, qui cumule des données de plus de 30 000 travailleurs dans plus de 31 pays, révèle que 53% des salariés donnent désormais la priorité à leur bien-être. Et parmi les 18% des répondants qui ont démissionné en 2021, les top 3 raisons étaient le bien-être, l'équilibre de vie privée et vie professionnelle et la flexibilité, avec le salaire en 7e place.
Et le secteur privé, évidemment, saisit le sujet. Il voit que pour gagner la course au talent, ils doivent prendre le sujet en main. Il est aujourd'hui de la responsabilité des employeurs de s'emparer du sujet de la santé mentale et physique dans un contexte où 64% des salariés disent ne pas trouver le temps et l'énergie suffisante pour adopter des routines de santé et de bien-être. Donc, ce que cette étude nous montre, c'est que c'est pas suffisant en fait de proposer une offre de sport. Il faut l'animer et il faut structurer le bien-être et créer des temps de bien-être dans la journée de travail. Pour parler aussi des attentes des collaborateurs et de la préparation des entreprises à ces attentes, demain encore plus qu'hier, l'engagement et le bien-être des collaborateurs constitueront une clé fondamentale de la performance des entreprises. Donc, ceux qui pensaient que le bien-être était une mode ou un gadget ensemble pour leurs frais, ceci venant de la directrice du conseil chez CIACI Saint-Honoré. Donc, ce qu'il faut retenir, ce que je vous propose de retenir en tout cas, c'est qu'avoir une politique de confort, santé, bien-être est essentielle. La première chose qu'on se demande quand on se voit pour la première fois dans la journée, c'est est-ce que ça va? Dans notre culture, on a plein de façons de dire qu'il n'y a que la santé qui compte, que le bonheur, c'est la santé. Il n'est aucune chose plus importante que la santé. Et la relation entre la conception des bâtiments, les rues, les quartiers et la santé n'est plus qu'une question de spéculation. J'espère vous l'avoir illustré avec les exemples qu'on a vus. Nous savons qu'il existe un lien direct entre la conception et les résultats en matière de santé physique, sociale et mentale. Et c'est une approche qui est nécessaire, comme on vient de voir avec les enjeux et l'état des lieux. C'est une approche qui est cohérente en termes de retour sur investissement et en termes de pertinence. C'est aussi une démarche qui est inspirante. C'est une démarche qui donne des beaux projets et qui donne des projets qui ont du sens. Et finalement, pour notre métier de programmiste, de concepteur, d'architecte, d'urbaniste, ça donne du sens et ça nous donne une mission parce qu'on fait des projets où on sait qu'on va avoir des impacts importants sur la santé des personnes qui vont vivre et traverser les lieux qu'on conçoit. C'est donc avec plaisir que je passe la parole au International Wellbeing Institute. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à activer l'interprétation, le petit globe dans la barre d'outils. Si vous voulez écouter leur intervention en anglais, vous pouvez choisir l'anglais. Si vous voulez écouter en français, choisissez le français. Merci. Great. Thank you, Lena, and thank you, Gwenal, for such an amazing introduction into the importance of the built environment for our health, and also just to give us a real deep dive into the health of the French community and really understanding how we can work together to try and provide the guidelines to turn that situation around. So if you can move to the next slide, Lena, I'm just going to talk briefly about who's going to present today. So my name is Anne-Marie Aguilar. I'm the Senior Vice President of the IWBI. I reside in London and I manage the EMEA region. I'm also joined by Lydia Sezcek, who is one of our technical account managers, who is also residing in the UK and Scotland, but has a real strong focus on well community and urban planning. So really excited to have her here. Lydia will be joining in to talk about some of the specific products that we have at Well. So just a brief introduction on the agenda that we'll try and cover. We'll do a quick introduction to Well. Lydia will talk really briefly about 3 really important products that we're looking at today, which is the Well Health Safety Rating, Well Portfolio, and Well Community. And then I'll wrap up with a focus on ESG and how Well is working
really strategically to explore how health can represent the S in ES and G. So let's dive right into the introduction to WELL. So IWBI has a very, very simple purpose, and that purpose is to support the creation of people first places. And we do this by providing the industry with the WELL building standard. And as Lena explained, we're now working with WELL version 2, which is really a roadmap for creating health-focused spaces. Next slide. So WELL, as we explained, was really based on 7 years of research before it launched in 2014. And it really applies the science of how environments impact both our well-being and our performance. Next slide. So the standard itself is composed of sets of policy, operational, and design strategies that are focused on how you can put health at the center of your business. Through our 10 categories, we outline interventions that can make the air cleaner to breathe, water healthier to drink, healthy food more accessible, and really to put the focus on mental health even easier to support through HR protocols and programs. Next slide. As I mentioned, this was backed by 7 years of research, and it's really interesting to think, even listening to the historical studies that Lena revived for us around sick building syndrome, that it was really challenging for us to bring medical professionals and real estate and engineering and architecture together to ask really simple questions. Like, if you're sitting in artificial light for 8 to 12 hours a day, what is the human health impact of that environment? And obviously to then expand that across our 10 concepts. So I think what's really, really fascinating about our program is the opportunity to tie together 3 often siloed approaches in any business. And that really stems from the policy folks, which can reside in HR, looking at how we can pull together the design aspect through corporate real estate, and then tie that down to facilities management and operations. So WELL is one of the few real estate certification programs that actually optimizes solutions that these 3 siloed groups can come together and work out solutions. As you can see, verified performance is absolutely at the heart of our program. We are the first rating system that requires on-site performance to confirm that the building has been designed and is in operation for the metrics that we have requested. And as Gwynal had mentioned, ARPA Strance is one of our PT organizations, so they are licensed and able to provide performance verification for any of our WELL clients. So I thought this was a really incredible slide for us to be able to share. One of the most striking barometers here is the rapid growth of our global movement. So today, 33,681 projects have either enrolled or certified within the WELL building standard, totaling 3.15 billion square feet, and that is over 109 countries. It was in December of 2021 that we actually crossed the 3 billion square mark of WELL space. And in the past year, obviously, with the awareness of the global pandemic, we have seen the building area looking at WELL tripling from 1 billion square feet to more than 3 billion square feet. And it's a really proud metric for us to know that we are actually supporting the health and well-being of an estimated 13.6 million people in more than 33,000 locations across 100 countries. And you can imagine that this growth has happened across many different typologies, more than 2,000 companies, including 20% of the Fortune 500,
are actually looking at WELL today. Major companies like Carrier, Citigroup, Cushman and Wakefield, even the New York Yankees are looking at WELL for their stadiums. So it's really exciting to see that we're looking at approximately 5.7 million square feet of registrations per day. I'm going to quickly hand over to Lydia so she can start talking through some of the products, and I'll come back with ESG. Great, thank you, Anne-Marie. So during the COVID-19 pandemic, as businesses were looking to engage the public in ways that prioritized health and safety, IWBI introduced its WELL Health Safety Rating. Next slide, please. Informed directly by WELL V2 and IWBI's task force on COVID-19, made up by 600 public health and real estate experts, plus guidance from WHO and the US CDC. Next. This rating is applicable for any facility type, since it focuses on operational and maintenance protocols as well as emergency plans. Next. The Royal Albert Hall in London, the first historic building in Europe to gain the WELL Health Safety Rating, is a good example of how the rating demonstrated to their staff and customers that health and well-being are prioritized. The concert hall recently reopened as a safe space for people to work and visit. The rating is comprised of a subset of the WELL V2 certification features and strategies to help clean and sanitize spaces, provide essential health benefits and services, communicate health and safety efforts, prepare for emergencies, and assess air and water quality. Like certification, the rating process is similar with documentation and performance verification, but more condensed. This rating can also scale easily, where properties owned and operated by one company can apply this rating across multiple assets using shared documentation. Another way of scaling health and well-being across multiple properties and projects is the WELL Portfolio Program. It is a cost-effective and scalable approach to using WELL. Rather than focusing on one building at a time, it allows organizations to streamline documents and reviews, as well as benchmark progress internally and against industry peers. JLL, one of our portfolios, is scaling their WELL efforts across 194 properties and growing. As they expand global commitments, on-demand metrics and live reporting to track their WELL journey are available to better understand their impact and strategic planning. Organizations enrolled in the WELL portfolio gain various benefits, including 2 performance reports per year, on-demand benchmarking and analytics, access to a robust project management platform, dedicated customer support, ability to pursue all WELL designations at no additional cost, streamlined documentation, submission and review, and expansive marketing materials and collateral, like the ones shown on the screen right now. Lastly, here are a few other organizations leading the portfolio movement. WELL Community, which was launched in 2017, further supports wellness at scale by providing design strategy tools for districts and neighborhoods. Based on the WELL Building Standard, the WELL Community Standard aims to impact individuals through the public spaces between buildings. Next, please. The first certified WELL Community project is Shanghai Xintiandi, which achieved silver certification in 2019. This project was an existing urban redevelopment in the heart of Shanghai with residential, office, retail, entertainment, and cultural properties that celebrate the integration of modern and historical architecture. It is a popular tourist destination focused on culture and history. Next, entertainment and art. Next,
It also provides social and fitness programming, both in person and online. And to support wellness beyond the buildings, it incorporates generous outdoor restorative spaces. It earns the most points in movement thanks to the pedestrian scale elements, bike lanes, bike share programs, and transit network that promote health and wellness at a neighborhood level. Back to you, Anne-Marie. Great, thank you. I know I'll try and speed through these. I know we're sort of running out of time. So if you jump to the next slide, we're going to talk a little bit about WELL and ESG. It's really exciting to see the importance of ESG, but it's evident that we're missing the social component in terms of its being very well-defined or underrepresented. And we believe that health and well-being and equity represent the next area for market leadership within ESG. And we believe that WELL can act as the leading metric for companies and investors to measure health and well-being within their built environment. Next slide. So it's really interesting to see the movement of what's the push that's happening here. So corporate social responsibility was the precursor to ESG. And while corporate social responsibility aims to make businesses accountable, ESG makes such business efforts measurable and provides a concrete set of numbers. In the past 2 years, there has been an increasing demand by legislation, investors, and consumers. And now with the post-pandemic, more and more organizations are starting to incorporate health and well-being into their overall ESG strategy. To strengthen our position, we are starting to work with all of the ESG frameworks. So we're spending quite a bit of time with the UN SDGs, the GRI Sustainability Framework, GRESB, and other benchmarking tools that our clients are using for ESG. We have done considerable work with the SDGs. So each feature within the WELL building standard can be tied to a SDG. You can see that on our scorecards. And the next slide is where you can actually see how these features map across. The SDG impact report is also available to all of our portfolio clients to download and use in their ESG reporting. So again, the portfolio approach allows our clients to do a bit of their ESG reporting with the output of the portfolio report. Next slide. So again, some of the key metrics that are helping our clients are things like diversity, equity, inclusion, employee resilience, and health and well-being. So the image on the right are snapshots of the documents that come out of the WELL portfolio program. And the mapping that we've done against GRESB, the SDGs, and GRI is helping our clients understand how the WELL features contribute to their broader sustainability goals. And the last slide is really just a quick view of the leading organizations that are using WELL in their reporting. So companies like Uber and JLL and Goldman Sachs are now commenting on their commitments they've reached in their corporate social responsibility report or their end of year ESG report, which helps them communicate what they have done on social issues. I think that's us for now. And I think we're going to pass over to our next speaker. Thank you. Thank you so much, Anne-Marie. Thank you, Lydia. Merci à toutes les deux. J'ai le plaisir donc à passer la parole à Sandra Hubert, qui je laisserai se présenter. Bonjour, donc Sandra Hubert. Donc moi, je suis responsable du développement chez ICO Real Estate. Le développement, ça recouvre une partie très large chez nous, puisque ça va depuis la prospection, le développement de grands projets urbains, le développement de projets résidentiels, projets office, retail également, jusqu'à l'exécution des projets, leur commercialisation et tout ce qui va l'accompagner, à savoir le marketing, la communication. Donc, ICO Real Estate, aujourd'hui, on a une force et c'est ce qui nous a permis d'engager ce genre de démarche aussi, WELL, c'est qu'on est présent sur l'ensemble de la chaîne de l'immobilier, donc à la fois en tant que développeur urbain, aménageur, à la fois en tant que développeur immobilier, mais également en tant qu'investisseur. Ce qui nous donne une vision, j'ai envie de dire, un peu à 360 de la question et qui nous donne aussi l'obligation, entre guillemets,
d'être performant sur l'ensemble de ces volets d'opération et donc d'avoir vraiment une prise de conscience de l'impact qu'on peut avoir. On ne commercialise pas un actif et puis ensuite, on n'est plus là, on disparaît. On est là tout au long des opérations et voir après, puis une fois qu'elles sont livrées. Donc, si je passe à la suite. Aujourd'hui, la démarche Well, pour nous, elle était vraiment intéressante parce que du coup, elle s'inscrivait dans une démarche plus globale qu'on a mise en place, qui est à la fois une démarche RSE qui n'était pas obligatoire pour le groupe ICO, mais pour laquelle on a voulu mettre des choses en place, et puis dans une autre démarche qui s'est inscrite en parallèle, qui est la réalisation de nos nouveaux bureaux. Cette perspective d'aller vers du Well, c'était d'abord pour nous, entre guillemets, c'était d'abord pour assurer notre propre salarié ces objectifs justement de bien-être, de santé, de confort qui nous semblaient primordiaux. Donc, c'est d'abord une démarche d'entreprise. Et puis, l'avantage, c'est que en le faisant pour nous, à un moment donné, on sait aussi ce qu'on vend à d'autres et ce qu'on peut être en mesure de proposer. Le Well 22, c'est notre siège. J'y suis actuellement. On vient simplement de l'intégrer. Donc, il y a encore des perspectives tout simplement parce que le bâtiment vient juste d'être livré. Ça fait seulement un mois qu'on y est. Mais du coup, tout l'objectif, ça a été dans la conception de ce bâtiment d'intégrer effectivement ces critères Well et donc d'intégrer justement une conception innovante pour répondre à de nouveaux modes de travail. Donc, de la même manière qu'Arpas Trans, on a aussi des nouvelles façons de travailler chez ICO, qui se traduisent par tout un tas de choses, notamment par du flex office, par ces principes effectivement de biophilie, par des principes inhérents au projet, au bâtiment, mais qui intègrent aussi son environnement, par exemple sur la mobilité, où effectivement on incite les collaborateurs aujourd'hui à utiliser les transports en commun. On se trouve juste à côté en fait d'une station de train. Demain, on a le tram qui va passer juste à côté dans la rue. On incite au sein du bâtiment avec des véhicules partagés, avec une gestion du coup du parking, une mutualisation du parking, la mise en place de services, notamment de recharge, que ce soit pour les véhicules ou pour le vélo. On encourage également toute la question de la santé, de fait de l'activité physique, de bouger, puisqu'en fait, on a une salle de sport intégrée à notre rez-de-chaussée. On est juste à côté de la forêt, donc on organise régulièrement des petites sorties en forêt. On a mis en place, comme quoi ça a vraiment des impacts dans la conception du bâtiment, on a mis en place un grand escalier central qui est beaucoup plus lisible encore que les ascenseurs, donc pour inciter les gens justement à prendre ces escaliers, à monter. On a tout un tas de salles très différentes en fonction des besoins de chacun. Donc, effectivement, il n'y a pas de bureau attitré, mais par contre, ça veut dire que dans la journée, vous pouvez avoir 3-4 bureaux différents en fonction vraiment de votre besoin. Vous avez besoin de vous isoler, vous allez dans un bureau seul. Vous avez besoin de travailler en équipe, vous avez des salles de projet, vous avez besoin de faire uniquement de la visioconférence. Vous avez des salles dédiées à la visioconférence. Et donc, tout au long de la journée, comme ça, vous pouvez vraiment vous mettre là où vous en avez besoin. Vous avez besoin de calme, on a des salles de calme également. Voilà, donc une importance dédiée également à la connexion à la nature. Je l'ai dit, on a la chance vraiment d'être juste en bordure de forêt, mais du coup également au sein du bâtiment, puisqu'en fait, on a largement planté, j'ai envie de dire, le bâtiment. On a la chance aussi d'avoir un très, très beau rooftop sur lequel on a pu également installer énormément de nature. Voilà. Il y a tout un travail qui est fait également sur l'éclairage du bâtiment pour qu'on ait de la lumière naturelle, pour également répondre justement au cycle circadien. Et puis, dans la programmation du bâtiment, il y a eu des impacts aussi, puisqu'on a un rez-de-chaussée aujourd'hui qui est prévu pour intégrer notamment de la restauration. Alors, ce n'est pas un restaurant d'entreprise, c'est un restaurant normal, mais comme c'est nous qui sommes propriétaires du bâtiment, l'avantage, c'est qu'on peut choisir aussi les gens avec qui on travaille. Et donc, il y a un soin particulier dans le choix du restaurateur qui est fait effectivement sur les produits qui sont proposés, sur ce principe de circuit court, sur la qualité, sur les qualités nutritionnelles également de ce qui va être proposé. Donc, c'est une approche pour nous qui était très, très intéressante, ne serait-ce que d'abord, effectivement, dans cet état d'esprit de se dire, faisons-le d'abord pour nous, pour nos salariés,
voyons ce qu'on en retire et puis effectivement, déployons la démarche. C'était important parce que c'était une démarche qui n'était pas uniquement axée sur des critères techniques que sont la qualité de l'air et qui sont évidemment primordiaux, mais aussi en fait sur des questions de sociabilité, de communauté, donc des critères beaucoup plus larges et qui du coup rejoignaient effectivement nous, notre ambition aujourd'hui d'avoir des équipes qui sachent travailler ensemble, qui puissent voilà, former un tout et collaborer suivant de nouvelles pratiques. Donc ça, c'est pour Well22, c'est pour notre siège. En parallèle, on a développé la démarche sur un autre projet, qui est le projet Rootlands, dans le sud du pays, à Luxembourg, qui est en fait une ancienne friche industrielle de 10 hectares, et donc là où on est sur le label Well Community. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on a été? Parce que finalement, sur toutes ces démarches, on y était avant la pandémie. Hein. La pandémie a bien confirmé notre souhait de nous y engager, mais on était d'ores et déjà investi, on va dire, de cette question-là avant la pandémie. Mais tout simplement parce qu'on est sur un ancien site industriel et forcément, un ancien site industriel, on a des pollutions, on a des hydrocarbures, on a des métaux lourds et se pose la question du coup de la santé. Donc, c'est un site où dès le départ, la question doit se poser. Et donc, c'est vrai que ce site-là, chez nous, il réunit énormément d'ambition, alors au plan environnemental, au plan des innovations, mais aussi du coup au plan social. Et là encore, du coup, c'est vrai que le label Well permettait de réunir tout un tas de critères de ce point de vue-là et nous intéressait fortement. Si je vais sur la slide suivante, du coup, on verra qu'en fait, pour chacune des cibles, on a développé tout un arsenal, j'ai envie de dire, de solutions. Que ce soit sur la qualité de l'air, c'est dès la conception du projet qu'on doit s'y attaquer parce que, alors vous me direz qu'est-ce qu'on peut faire pour la qualité de l'air quand on travaille sur un projet, on ne maîtrise pas tout ce qui se passe dans l'environnement immédiat de ce projet. Non, on peut faire plein de choses en fait dans la réalité. Ça veut dire que ça a eu un impact sur nos études de mobilité, ça veut dire que ça a un impact sur les principes de mobilité aussi qu'on va avoir sur le site. Aujourd'hui, on est sur un site qui est totalement piéton, sur 10 hectares, donc ce n'est pas neutre en termes d'émissions de gaz à effet de serre. On promeut du coup les mobilités douces. On a également du coup une station de tram qui sera sur le site. On a des stations d'autopartage et de partage de vélos également sur le site. Voilà, donc il y a tout un travail du coup qui s'est articulé pour voir comment est-ce que nous, à notre échelle, sur ces 10 hectares, on pouvait contribuer à l'amélioration de la qualité de l'air. Ça passe aussi par l'information. Typiquement, sur la qualité de l'air, ça veut dire des panneaux d'information. Et pourquoi cette information? Parce qu'après, ça permet aussi aux gens de réagir en fonction. C'est une information en général pour les joggeurs, par exemple, qui est hyper importante. Quand on est à Paris, que c'est très, très pollué, de temps en temps, le jogging, on le repousse au lendemain, quoi. Voilà, donc c'était important pour nous. Sur les autres cibles, sur l'eau, par exemple, aussi, il y a énormément de choses qui ont été mises en œuvre. Donc, déjà, c'est rien que sur la mesure de la qualité de l'eau. Je l'ai dit, on est sur un site pollué. Donc, les eaux sont impactées tout comme les sols. Donc, il y a tout un travail qui est fait sur le contrôle de la qualité de l'eau, sur comment est-ce qu'on peut aussi l'améliorer. Il y a un travail qui est fait également sur la promotion de l'eau dans l'espace public, sur comment est-ce qu'on maîtrise ces consommations d'eau, comment on les réduit, comment on sensibilise à cette question. Donc, on a des bassins de rétention aujourd'hui qui vont être réalisés, qui permettent de récupérer les eaux pluviales. Et ces eaux pluviales, elles sont aussi réutilisées sur le site pour l'arrosage des plantes, par exemple. Donc, on est souvent en circuit au sein même du site pour limiter justement les déperditions d'eau. On va travailler sur des questions aussi, par exemple, de récupération des eaux grises. Voilà, donc c'est quand même un volet très, très large. Sur le volet de l'urban farming, c'est une composante également qu'on a intégrée au projet dès le départ, ce qui n'était pas une évidence à nouveau, mais sur une friche industrielle, mais qui du coup était hyper intéressante parce qu'elle nous oblige aussi à traiter des questions de recomposition de sol, de recréation de sols fertiles. Et donc aujourd'hui, sur ce projet de 10 hectares, on a 8000 m² à peu près qui sont dédiés à de l'agriculture urbaine en circuit court et donc qui vont être redistribués sur site. Sur les autres cibles, par exemple, il y avait la question de la lumière aussi. Donc, il y a un master plan qui a été fait, un plan lumière à l'échelle du site, de façon justement à diminuer les consommations énergétiques, à optimiser à nouveau cette question, à sécuriser également la question des flux piétons. Je l'ai dit, on est sur un site essentiellement piétonnier, mais qui est longé d'une part
par une voie ferrée qui deviendra demain un bus à haut niveau de service, et d'autre part par une route nationale. Donc, on avait quand même cette question de la sécurisation des flux qui était importante. Voilà. Et après, il y a la question des couvre-feux, de réduire et voire d'éteindre la lumière la nuit, à la fois pour les êtres humains, les végétaux aussi, parce que tout ça a un impact effectivement sur la croissance des végétaux aussi. Donc voilà, donc ça a été également intégré. Dans les critères, ce qui a aussi été intégré, de la même façon que j'ai envie de dire que pour le bâtiment, c'est comment est-ce qu'on peut aussi provoquer l'activité physique, comment on peut amener les gens à bouger tout simplement. Et donc, il y a tous ces principes de marchabilité au sein du quartier qui ont été développés. Ce que vous voyez, donc le master plan que vous avez à l'écran aujourd'hui, c'est un quartier qui est, je le disais, totalement piétonnier. On est en bordure du centre-ville d'Esch-sur-Alzette. On a moins de 700 mètres des rues commerçantes. Et donc, on a beaucoup travaillé les principes de parcours urbain au travers de la ville pour inciter les gens, en fait, à aller faire leurs courses, aller au travail, plutôt à pied ou en transport en commun. Donc, on a une piste cyclable nationale aussi qui traverse le site. On a une signalétique spécifique qui sera mise en œuvre. Et puis, on a la chance aussi d'avoir énormément de terrains de sport, de loisirs, alors au sein du quartier, mais autour également. On a des terrains de foot, on a une salle d'escrime magnifique. On va avoir potentiellement une salle d'escalade sur le site. Voilà. Et puis, à nouveau, on a un bassin de rétention, mais qui n'est pas uniquement un bassin de rétention, qui devient aussi un bassin d'agrément autour duquel on va articuler des usages autour de la pratique des sports. Donc voilà, donc ça aussi, c'est intégré. Sur la question du climat, on a travaillé également la question des îlots de chaleur. On a des places publiques au sein du quartier, principalement 3, autour des petits bâtiments que vous voyez en rouge, en fait, qui sont des bâtiments patrimoniaux qu'on a souhaité conserver. Et donc, ces places-là, elles ont une petite particularité, c'est que souvent, elles sont plein sud. Donc, on peut se poser la question justement des îlots de chaleur. Donc, il y a tout un travail qui est fait sur la végétation urbaine, sur comment est-ce qu'on met en place des dispositifs de rafraîchissement, avec notamment aussi un travail qui est fait sur la végétation du voyage et l'adaptation justement de ces végétaux au changement climatique. Donc, c'est vraiment une démarche globale qui a été menée pour qu'à chaque fois, chacune des cibles identifiées dans le label WELL puisse trouver un écho et des traductions très, très, très concrètes dans un master plan et puis derrière dans un projet. Il y a la question du bruit également. Je l'ai dit, on est juste à côté d'une route nationale, donc il y a un petit peu de bruit quand même. Et donc, comment on gère également cette question du bruit? Donc, on a modélisé l'ensemble du bruit déjà existant. On modélise également ce qui viendra avec les constructions. Et puis, en fait, ce que vous voyez aujourd'hui sur le master plan, la disposition des bâtiments, en fait, elle tient compte déjà de la propagation du bruit. Et puis ensuite, c'est dans la matérialité de ce qu'on va proposer aussi qu'on en tiendra compte pour réduire justement cet impact-là. Donc, c'est un sujet fondamental, et d'autant plus qu'on se trouve aujourd'hui en limite de zones qui sont existantes, qui sont habitées. Et donc, cette notion de bruit, on va la traiter tant pendant le phasage de chantier qu'une fois que le quartier existera, puisqu'il ne s'agit pas de créer des nuisances complémentaires, mais bien d'intégrer ce nouveau développement dans son enveloppe, dans ce qui existe déjà aujourd'hui. Donc, les matériaux, j'en ai un petit peu parlé, mais du coup, évidemment, c'est un sujet majeur sur une opération comme celle-ci. On est sur 160 000 m² de SCB produites ici, donc c'est 1400 logements qui vont arriver. Et donc, sur cette friche industrielle, on a ce principe de réemploi. Alors déjà, réemploi des bâtiments, c'est-à-dire qu'on conserve une partie des bâtiments. Pour ceux qu'on ne peut pas conserver, on réemploie les matériaux du site. Donc, on a fait énormément de démolition et puis d'excavation qui sont liées en fait à l'assainissement de site. On y a retrouvé d'anciens bétons de fondation de fourneaux qui avaient d'ores et déjà été démolis précédemment. Et ce qu'on fait, on récupère en fait les bétons issus de ces démolitions, on les concasse et on les réemploie systématiquement. Donc, il y a tout un travail qui est fait pour maintenir sur site, réemployer sur site l'ensemble des bétons concassés et l'ensemble des matériaux. C'est valable également pour l'acier. Aujourd'hui, c'est un ancien site de l'Arbed, d'ArcelorMittal. Et donc, il y a tout un travail aussi qui est fait pour remettre en place de l'acier. Et il faut savoir que l'acier est refondu dans un site qui est juste à côté. Donc, on travaille vraiment sur des circuits qui vont être très, très, très courts. Il y a tout un travail en parallèle qui est fait également sur la gestion des déchets en phase exploitation du quartier, par la mise en place de points d'apport volontaires et également par une recyclerie sur le site
qui sera mise en place pour pouvoir réemployer un certain nombre d'éléments. Et puis, enfin, et pas des moindres, hein, il y a toute la question de l'accès à la santé. Donc, il y a un mapping qui a été fait pour voir quelle était l'offre sur la ville, qu'est-ce qu'on avait à proximité, qu'est-ce qu'on pouvait mettre en plus à disposition. Donc, il y a tout un travail qui est fait sur les aires de jeu, sur les espaces verts, sur comment est-ce qu'on peut aussi avoir un accès au grand paysage. Alors, on a la chance d'être à côté d'une grande réserve de biosphère sur ce site-là. Donc, c'est vrai qu'on a un accès à des étangs de pêche, à un environnement qui est très qualitatif. Et donc, on a une proportion d'espaces verts et puis d'espaces bleus qui est très qualitative aussi. On va planter près de 700 arbres sur 10 hectares, donc c'est quand même assez conséquent. Et puis ensuite, il y a toute une programmation qui accompagne aussi ce volet-là, avec la réhabilitation des bâtiments patrimoniaux vers l'art, vers la culture. C'est aussi une donnée importante du programme. Aujourd'hui, on systématise pour chacun des lots qu'on va développer. Il y a une action artistique également qui est mise en place. Donc c'est important. Et puis, peut-être sur le dernier pilier, c'est celui de la communauté. C'est quelque chose de très, très important pour nous. Je l'ai dit, on est sur 160 000 m² ici, donc c'est un nouveau quartier de vie. Hein. On est sur une ville de 30 000 habitants sur Alzette, donc vous imaginez bien que quand on construit 1400 logements, ce n'est pas neutre. C'est assez important. Et donc, pour répondre à ces questions d'intégration justement dans le bâti, dans la ville, il y a tout un travail qui a été fait d'abord sur la programmation, donc avec une certaine mixité. Donc, on a 130 000 m² dédiés à du logement, mais on a aussi du commerce, on a aussi du bureau. On est vraiment dans la proximité pour permettre justement aux gens de rester sur place aussi. Hein. Voilà, il y a tout un travail qui a été fait, je l'avais dit, sur les parcours urbains. On a également des équipements publics qui vont être mis en place au sein du quartier, notamment une école, voilà, avec une maison relais. On a une mixité également au sein de la programmation résidentielle, hein, puisqu'en fait, aujourd'hui, on n'a pas seulement des appartements à vendre hein, sur cette opération. On a également des appartements à coût modéré. On va avoir des appartements dédiés à des résidences seniors, à des résidences étudiantes. On va avoir également du co-living, par exemple, donc aussi de nouveaux modes d'habiter qu'on va proposer ici. Et puis, au-delà de ça, du coup, ça s'accompagne évidemment de tout un volet social. Aujourd'hui, on va travailler, par exemple, sur des sujets de conciergerie de quartier, à la fois physique et virtuelle, pour accompagner, du coup, toute la stratégie qui a été mise en place. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, je conclurai là-dessus, du coup, la labellisation WELL, c'est ça qui nous a intéressés, c'est qu'elle a permis de structurer une démarche, voilà, qu'on pouvait avoir hein, de base, hein, puisqu'en fait, c'est quand même le métier de l'urbain, c'est quand même ça aussi, hein, c'est d'aller vers ces notions de confort, de santé, de bien-être. Mais du coup, c'est une composante complémentaire sur la santé, c'est comment on l'intègre dans l'espace public. Voilà. Donc, ça a permis de poser des questions de manière très, très concrète. Et puis, on va dire de checker pour être sûr de rien oublier non plus. Donc, vraiment structurer une démarche. Et puis, de quantifier aussi nos efforts de manière très objective et concrète. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est ce qu'on voit aujourd'hui sur ce développement-là. Alors, il est au stade de projet. Maintenant, là, on rentre dans une phase plus concrète aujourd'hui, hein, puisqu'on a les travaux de viabilisation du site qui vont démarrer. Mais du coup, c'est une démarche qui va nous permettre de mesurer aussi les efforts qui ont été entrepris sur une dizaine d'années. Donc, voilà. Donc, c'est vrai que c'est une démarche qui s'inscrit aussi dans la durée, dans le temps, sur des projets de ce type-là. Merci beaucoup, Sandra, pour cette belle présentation inspirante et de ces beaux projets exemplaires qui montrent vraiment toutes les dimensions en fait, possibles quand on prend une démarche confort, santé, bien-être. J'avais préparé toute une liste de questions à vous poser et finalement, vous avez répondu à toutes mes questions lors de votre présentation. Si tout le monde est d'accord, je vous propose juste en raison de l'heure, parce qu'on a quand même dépassé un petit peu, et je suis la première fautive, de conclure rapidement. Et à la fin, vous aurez nos adresses mail. N'hésitez pas à nous poser des questions par mail si vous en avez. On tient à pouvoir vous répondre.
Ce qu'on a vu, c'est, et d'ailleurs ce que ICO nous a illustré, c'est qu'il y a des actions possibles vraiment à toutes les échelles. Et Well a des offres aussi qui vont de l'exploitation à le développement des quartiers et qui vont jusqu'à un schéma directeur d'une entreprise. On a déjà plus de 10 ans d'expérience à accompagner des projets de confort, santé, bien-être dans l'environnement bâti et 8 ans d'accompagnement à la certification Well. Donc, je tiens aussi à remercier ICO de ce beau partenariat qu'on ait pu vous accompagner sur ces deux projets. Et je tiens à remercier aussi IWBI pour votre soutien aussi au cours de ces 8 années, plus de 26 projets et plus de 400 000 mètres carrés de Well accompagnés. Merci pour votre disponibilité pour répondre à nos questions et aux adaptations aussi possibles pour le marché français. Ce qu'on en retire et ce que ICO aussi vient d'illustrer, c'est que une des clés de succès d'une démarche confort santé bien-être, c'est vraiment un sponsoring du plus haut niveau. Et c'est vraiment une stratégie bien-être transverse et multidisciplinaire et à toutes les échelles qui permet au projet vraiment d'avoir beaucoup de succès. Donc Sandra ne l'a pas dit, mais je me permets de dire aussi que non seulement le projet de Rootlands vise le Well Community Pilot, mais il le vise au niveau Platinum, c'est-à-dire au plus haut niveau. Et ce que montre aussi leur démarche et les exemples qu'on a vus, c'est qu'il faut chercher un retour sur investissement intégratif. Et c'est aussi ce que l'outil de reporting ESG nous montre, c'est que le ROI, il est au-delà de l'échelle du projet immobilier. C'est vraiment un retour sur investissement sociétal et à l'échelle de l'entreprise. Et finalement, il faut voir le bien-être comme une partie intégrale d'une stratégie RSE, car le soin des personnes et la réponse au changement climatique sont vraiment indissociables, comme ICO l'a aussi illustré. Donc avec cela, je vais conclure notre webinaire. Je vous invite aussi à nous envoyer vos questions par mail. Et si vous avez des idées, vous voulez tester quelque chose sur un projet, on est prêt à mobiliser nos compétences de la programmation à l'aménagement et au design, à l'ingénierie et au-delà au service de vos aventures. Merci beaucoup à toutes et à tous et je vous souhaite un excellent après-midi.